Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gémienne, Gémien, bonsoir Grenoblois, bonsoir Simon. Bonsoir Mohamed. On est vraiment très heureux ce soir de vous accueillir pour cette nouvelle saison de J'aime en débat. Donc, comme vous le savez, ce soir, J'aime en débat reçoit un invité prestigieux, une figure emblématique du Parti socialiste. Il a été ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Je vous demande d'accueillir tous ensemble Monsieur Jack Lang. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, bonsoir Monsieur Lang. Votre micro. Bonsoir. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, comment allez-vous ? Assez bien, un peu. Je sors du train, j'arrive ici, un peu chamboulé. Alors pour commencer et nous mettre dans le bain, je vous propose d'accueillir Anastasie et son billet d'humeur, une tradition de J'aime en débat. Anastasie. Bien le bonsoir tout le monde. Salut Jack. Jack, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'étais ton professeur principal au collège. Si. Et je vais raconter à tous tes nouveaux petits camarades présents ce soir qui ils auraient pu croiser dans la cour de récréation. Et sans langue de Blois. Blois, parce que tu viens de Blois, comme langue de bois. Oh, quelle galéjade! Oh là là! En tout cas, c'est un bonheur de te revoir si fringant. Parce qu'il faut le dire, au départ, c'était quand même pas gagné. Tu es arrivé en 6e et tu as commencé à bourlinguer avec des petits camarades pas très recommandables. Gbagbo, Chavez... Lula, Castro... Quelle bande de malabars! Ça ronflait sec dans la cour de récré. Nous avons quand même décidé, malheureusement, que tes notes n'étaient pas à la hauteur et qu'il te fallait redoubler. Ce changement de classe t'a fait le plus grand bien. Quoiqu'en y réfléchissant, tu n'avais pas l'air de savoir exactement où tu voulais aller. Tu es passé en peu de temps des études scientifiques, aux études économiques et même à la politique. Ah, plus ou moins fervent, plutôt inconstant, mais toujours à gauche, caviar pour le goûter. Tu n'étais pas en reste lorsqu'il s'agissait de faire les devoirs du petit Nicolas pour t'attirer ses faveurs. Il t'a confié la Corée, la Syrie, l'Iran, la Somalie. Bref, partout où il fait bon vivre. Et toi, bonhomme, tu y allais de bon cœur. Quitte à t'attirer d'ailleurs le courroux du petit Lionel. Il te trouvait trop paillette. Sûrement à cause de tes chemises roses. Oh, en parlant de rose, tu as eu aussi des ennuis avec la petite Martine à l'école. Et ce fin François, qui n'était pas si fin à l'époque d'ailleurs. On te voyait toujours entre les deux pour essayer de les séparer pendant leurs innombrables bagarres, les assietter de salsifis volant à travers tout le réfectoire. Alors, vous disiez que vous essayiez d'élire le vainqueur des préélections, des élections, des délégués. J'ai jamais compris pourquoi vous vous cassiez les pieds à faire des préélections d'ailleurs. Un truc de môme, sûrement, réminiscence de la primaire. La véritable question est de savoir si tu essayais vraiment de les séparer ou si tu en profitais pour coller un bourre-pif à François,
qui t'avait ravi les faveurs de la petite Ségolène. Une vraie princesse, celle-là. Que de si magré elle faisait. Elle a eu besoin de tes conseils pendant un petit moment, voire un brave temps. Vous avez fricoté ensemble, et puis patatras. Le grand froid. Ah, l'inconstance des premiers émois. En 4e, probablement lassé, tu as toi-même été élu délégué de classe. Et tu as défendu avec une ardeur admirable ton ami Dominique au conseil de discipline. Il n'arrêtait pas de chiffonner les filles. En contrepartie, il te donnait ses réponses aux examens de sciences de la vie. Lui, la théorie du genre, il n'y croyait pas. Une fille, il savait ce que c'était. Je crois me souvenir qu'il y a eu une histoire avec une certaine Sophie. Ah, ma mémoire fait défaut. Oui, Sophitel, c'est ça. Oh, bon, comme nous ne pouvions pas te laisser décemment dans un tel capharnaüm directionnel, nous t'avons confié à un conseiller d'orientation. Ça se faisait déjà à l'époque. Monsieur Mitterrand, qu'il s'appelait. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens de lui, il a fait des merveilles avec toi, en tout cas. Il faut lui en rendre grâce, car la tâche était ardue. Te souviens-tu de ce que tu lui as dit lors du premier entretien ? J'ai apporté le rapport. Et je vais vous en lire un petit morceau. Je le cite. Le petit Jacques m'a ensuite exposé ses idées d'avenir comme suit. Plus tard, je voudrais faire de Nancy la capitale des arts dramatiques. Je veux qu'il y ait des journées où on entre au musée sans payer, même dans des châteaux. Et puis que les troubadours, poètes et musiciens aient un soir rien qu'à eux pour s'exprimer. Le 21 juin. Et je veux aussi créer des salles immenses pour que les artistes du monde entier viennent dévoiler leurs talents. Ça s'appellera les Zéniths et il y aura plein de gens dedans. Moi, je veux être ministre de la Culture. Et ça continue comme ça pendant 2 pages. Qui l'eût cru ? Mais enfin, la plus grande cause à tes yeux, ça a toujours été moi, nous, tes instituteurs et institutrices dévoués. Tu étais le Robin des Bois des enseignants, le Ivanoé des maîtresses, le Spartacus de l'éducation nationale. Toujours autour de notre salle des professeurs à nous offrir tes pommes. Quel merveilleux enfant. Et je ne peux que me flatter de constater que cette ferveur ne t'a pas quitté et que tu continues aujourd'hui à défendre nos retraites auprès de tes petits camarades qui, eux aussi, ont bien grandi. À l'exception de l'un d'entre eux, bien sûr. Merci et bonne conférence à tous. Merci Anastasie. Alors, monsieur Lang, une petite impression sur la prestation d'Anastasie ? Elle manque pas de talent, mais pourquoi elle s'enfuit là ? Reviens, Anastasie. Bon, mon ancienne institutrice, il faut que je fasse la bise. Une impression là-dessus. Voilà, l'impression, c'est celle de chacun. Je ne sais pas. J'ai l'impression, c'est que votre camarade a beaucoup d'esprit, de vivacité, de drôlerie, et n'a pas, comme on dit, sa langue dans sa poche. Vous étiez un élève assidu quand vous étiez jeune ? Très à éclipse, disons. Non, je veux dire par là, tour à tour, très sérieux et un peu déconneur. Après la 6e, tout du moins. Pardon ? Après la 6e. Oui, non, je ne sais pas si elle a eu des renseignements précis, mais c'est vrai que je suis entré très jeune en 6e, trop jeune, et j'ai un peu chahuté, et donc on m'a fait redoubler ma 6e. Très bien. Alors pour commencer, on va un peu parler d'actualité. Ce week-end, dimanche, c'est la première fois, c'est historique, dans la Ve République, que le Sénat passe à gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire d'abord que je me suis trompé, que pendant des années, j'ai dit et j'ai écrit jamais
le Sénat ne pourra connaître une autre majorité que la majorité conservatrice. Pourquoi ? Parce que le mode de scrutin, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, est un mode de scrutin qui surreprésente les communes rurales et par conséquent défavorise normalement la gauche. Et je n'ai pas pensé que, d'abord, il y avait eu les succès électoraux aux élections départementales, aux élections municipales, aux élections régionales, et surtout, mais je l'ai mesuré au cours des derniers jours en participant un peu à la campagne, les maires parce que ce sont des élus locaux qui participent à cette élection, les maires, même modérés, disons, étaient très en colère contre le gouvernement, contre la remise en cause de l'école rurale, par exemple, contre la réforme des collectivités territoriales, la suppression de financement, etc., etc. Et ça montre quelque chose qui est très intéressant, je trouve, sur le plan, au-delà de la politique, du mouvement de la société. Même quand vous avez un système juridico-institutionnel rigide et bien verrouillé, s'il y a un mouvement ou un flot de protestation ou de colère, ça fait craquer les digues ou les verrous. Mais justement, vous avez dit que le Sénat était une anomalie mondiale. Maintenant que la gauche est majoritaire, vous avez un peu changé d'avis, non ? Est-ce que j'ai dit ça ? Vous avez dit ça, vous avez dit ça. Enfin, je persiste à le penser, oui. Pourquoi ? Je ne veux pas quand même vous ennuyer avec des questions purement institutionnelles. Pourquoi ? Parce qu'une deuxième chambre n'a de sens que dans le cas où vous avez un régime qu'on appelle un régime fédéral, c'est-à-dire, exemple, les États-Unis ou l'Allemagne. C'est un pays dans lequel vous avez des États autonomes, relativement autonomes, qui composent la nation et l'État. Donc la deuxième chambre est destinée à représenter les États, et donc à protéger les États contre les abus de la fédération. En Allemagne, ce sont les Länder, et il y a une deuxième assemblée qui s'appelle le Bundesrat, et qui représente de manière fidèle les différents Länder. Aux États-Unis, même chose, le Sénat représente il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit leur importance. Donc ça a une légitimité, ça a un sens. En France, jusqu'à présent, et même encore aujourd'hui, c'est une représentation déformée, défigurée des collectivités locales. Alors, je crois que je serais ultra minoritaire si je disais qu'il faut supprimer cette assemblée. Mais en tout cas, même si la gauche a gagné, elle doit absolument, le jour venu, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine, profondément changer le mode de scrutin pour qu'il représente mieux, de façon équitable, les différentes collectivités. Vous parliez avant ça d'un mouvement, d'un sursaut des Français qui en ont marre de la politique actuelle du gouvernement et qui, en quelque sorte, en votant à gauche, peut-être vous donne une charge. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, la gauche, le PS plus particulièrement, va pouvoir relever le défi ? Je dirais que, je ne sais pas si mes prévisions doivent être prises au sérieux, puisque tout à l'heure je vous ai dit que moi je n'aurais jamais imaginé qu'un jour le Sénat changerait de majorité. Bon, mon nez me dit, mais bon, c'est une intuition que... Là, c'est une analyse, je ne dis pas quels sont mes souhaits, on pourra peut-être tout à l'heure en parler. Je crois que les conditions sont réunies pour qu'il y ait une alternance au mois de mai prochain. Qu'il y ait alternance, c'est encore quelque chose, mais est-ce que vous pensez que la gauche va pouvoir se fédérer et diriger notre pays convenablement et répondre aux attentes des Français, surtout ça ? Convenablement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que après 10 ans d'une même majorité, la volonté populaire est assez forte d'un changement, je peux vous le dire par les contacts que j'ai chaque jour moi-même avec les citoyens. Un besoin de respiration, tout simplement. L'alternance, c'est une sorte de poumon de la démocratie. Indépendamment de la droite et de la gauche, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait de temps à autre une respiration, un changement d'équipe, un changement de politique. Et puis par ailleurs, bon, je n'ai pas envie de faire trop de politique ici, mais je crois que l'actuel président, qui est un homme dont
les qualités sont grandes. Je ne suis pas de ceux qui le sous-estiment. Je n'ai contre lui aucun grief personnel. C'est un homme énergique, c'est un homme courageux, c'est un homme intelligent, mais il est son premier ennemi. Il n'a pas poussé jusqu'au bout les bonnes idées qu'il a eues parfois sur l'environnement, sur les institutions, sur toute une série de sujets. Et je crois qu'il a réussi à fédérer contre lui toute une série de gens, pas seulement la gauche, mais des gens venant de tous les univers professionnels. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur le gouvernement actuel, mais vous parliez tout à l'heure de la gauche, donc forcément ça nous fait penser aux primaires socialistes. Donc tout d'abord, Monsieur Lang, comment en est-on arrivé à ce système de primaires, sachant que lors de la dernière victoire de la gauche au présidentiel, c'était tout naturellement que le candidat François Mitterrand avait émergé? Mais c'est une autre situation historique, évidemment. François Mitterrand, ça c'est l'histoire, c'est très que vous n'avez pas connu, vous n'avez pas vécu, mais François Mitterrand a été, si je peux dire en quelques mots, le constructeur ou le bâtisseur du nouveau Parti socialiste, du Parti socialiste. Donc son combat faisait corps avec le Parti socialiste et il était le leader naturel, légitime et reconnu comme tel, mais néanmoins parfois aussi contesté. Et Michel Rocard a été son principal adversaire. Mais à la suite d'un congrès qui s'est tenu un an avant les élections à Metz, François Mitterrand a gagné ce congrès et tout naturellement il est devenu le candidat. Mais actuellement c'est un peu différent. Si on en est arrivé justement aux primaires, c'est pas qu'au fond il y a plusieurs courants. Au PS, on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord, parce que c'est aussi une des seules primaires au monde qu'on fait, enfin au monde, en tout cas en Europe, qu'on fait après avoir choisi le programme. On choisit le programme, on l'entérine, et après on choisit le candidat. C'est une manière, en fait, on ne sait pas trop où se positionner, il n'y a pas vraiment de personne qui regroupe tout le monde ou qui a le charisme de Mitterrand. Bon, je peux le dire, oui, mais il n'y a pas un leader qui s'impose de manière absolue. Bon, est-ce grave ? Nous sommes dans une autre époque, dans une autre période. Peut-être que cela préfigure, je ne sais pas si on en parlera, le commencement d'un autre système de démocratie. Notre démocratie est quand même trop personnelle, trop personnalisée, trop liée à une personne. D'une certaine manière, cette situation, je ne la trouve pas anormale et préoccupante. Les primaires, bon, je les ai souhaitées depuis très longtemps. Je regrette d'ailleurs que ce ne soient pas des primaires totalement ouvertes, puisque ne peuvent être candidats que ceux qui bénéficient de parrainage intérieur, d'élus, et par conséquent, ce ne sont pas des primaires à l'américaine. En Amérique, quand Bill Clinton a voulu être candidat, il a demandé le feu vert d'aucun comité du Parti démocrate. Idem pour Obama. En France, les candidats sont des candidats qui appartiennent à des courants. C'est tout de même une limite à de véritables primaires. Justement, ces primaires-là en France, telles qu'elles sont faites, est-ce que vous les approuvez? Je les approuve d'autant plus que je les ai préconisées tout seul, si j'ose dire, voici une dizaine d'années. Et donc je pense que c'est le moins mauvais système de sélection que nous avons. Les points améliorés peut-être? À part l'améliorer, c'est en les rendant totalement ouvertes. Tout socialiste devrait pouvoir être candidat. Mais ça n'arrangera pas le problème de la personne, où on se pose à Si, chaque fois parce sur une qu'un personne. jour, vous aurez une femme ou un homme de grand talent qui surgira et contre toute attente. Je répète, tel un Bill Clinton ou un Obama. Mais vous voyez déjà tous les conflits qu'il y a. D'ailleurs, vous avez appelé au calme, vous, entre les candidats. Alors, comment ça se passerait s'il y avait d'autant plus de candidats? S'il y avait des conflits aussi graves partout, ce serait quand même peu de choses. Pour qu'il y ait des divergences. Ça fait un peu cacophonie parfois quand il y a Ségolène Royal qui s'attaque à la fois au Brie et à Hollande. On a plus l'impression que c'est une petite guerre fratricide. Dans ce cas-là, c'est très regrettable. Je trouve que les attaques ad hominem ne devraient pas être acceptées. Vous en pensez quoi, vous, de ces petits On pense le plus grand mal. Je veux dire, on ne fait pas avancer sa cause, pas seulement dans le cadre de primaire, mais sur le plan national, en tirant à boulet rouge sur un concurrent ou un candidat. Donc je désapprouve totalement ce que vous avez rapporté.
Vous êtes entretenu avec Ségolène Royal après ses propos au début du mois de septembre? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu récemment. Ah, c'est que ça va pas très bien entre vous. Elle est tellement partout, on la croit là, elle est là, elle est là, elle est partout. Donc elle a une capacité de déplacement à la vitesse de la lumière. Ça ne nous dit pas si vous êtes en froid avec elle. Je ne suis pas en froid avec elle, mais pour l'heure, en ce moment, je ne l'ai pas vue. Et les règlements de compte, quand vous verrez, il y en aura ou... Je pense que le moment venu, il y aura l'union autour du candidat choisi. Très bien, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vous me tendez la perche. La semaine dernière, au Grand Journal, vous disiez qu'il restait plus que 2 candidats en fait. Martine Aubry d'un côté, François Hollande de l'autre. Non, il y en a 6 ou 7, comme je sais pas, 6, 7, oui. On va pas renvoyer du Grand Journal dans l'amphi. Non, mais c'est vrai que je préfère parler franc, et voilà, c'est vrai que le choix se fera le choix final, je ne sais pas s'il sera au premier tour ou au deuxième tour, le choix final se fera entre Martine Aubry et François Hollande. Mais justement, quel est l'élément qui ferait pencher la balance vers un candidat ou vers l'autre? Ce n'est pas facile de vous répondre. Je dirais que Martine Aubry a pour elle d'être une femme de caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Parfois de mauvais caractère. Mais au moins elle a du caractère. C'est une femme qui a une expérience solide, sérieuse. Elle a été ministre du Travail. Elle est maire d'une grande ville où elle a accompli beaucoup de choses. Bon, elle a eu la charge du Parti Socialiste pendant 1 an et demi. Et diriger le Parti Socialiste, c'est pas drôle tous les jours. Et François Hollande, c'est un autre itinéraire. C'est quelqu'un qui a, pendant 10 ans, été premier secrétaire du Parti Socialiste. Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. On a ensemble gagné toute une série d'élections. On a mené toute une série de combats, notamment pour l'Europe. C'est un homme très intelligent, vif, rapide. Voilà. Mais je n'ai pas à vous imposer un choix, à supposer que vous ayez des conseils à demander. Bah, justement, toujours dans le Grand Journal, on est amis avec Michel Denisot, avec Mohamed, c'est pour ça. Il nous a donné l'info. Donc vous avez dit, je ferai mon choix dans quelques jours. Donc on peut dire que quelques jours ont passé. Ça fait 1 semaine. Et comme vous avez vu, on est entre nous là, il n'y a pas grand monde. On est vraiment entre amis. Si vous nous donnez l'info, ça restera ici. Si vous avez une petite révélation, ce qui se passe à Grenoble reste à Grenoble, monsieur Lang. J'aurais craché, mais on crachera pas. Vous avez un bon avenir devant vous. Hein. Disons que je me suis exprimé pas seulement chez Denisot, mais ce matin à France Inter. Et il y a un point pour moi, je crois que tout à l'heure on y reviendra, si on évoque les questions d'éducation. Finalement, je veux dans cette élection faire prévaloir les engagements qui portent sur le fond. Et pour moi, l'école, c'est la première priorité. Je dirais même c'est la seconde, la troisième, c'est la priorité. Donc, dans ce cas-là, c'est Hollande. En effet, disons, pour l'heure, je note. Ah! Merci, monsieur Lang. Ma phrase a été interrompue. Vous savez pour qui il faut voter, hein? C'est tout ce qu'on voulait savoir. Bien, alors. Passons à un autre sujet. Pour l'heure, je note, je vais le rappeler ce matin à France Inter, qu'il a pris position clairement pour une idée que je défends moi-même depuis très longtemps, l'idée d'un plan pluriannuel de recrutement de maîtres. On y reviendra. On y reviendra. Bon, c'est un plan clair, raisonnable, peut-être trop raisonnable, mais en tout cas ambitieux. Et j'ai dit ce matin que j'attendais que les autres candidats se prononcent par rapport à cette décision claire. Voilà, et dans quelques jours, j'aurai l'occasion de dire mon sentiment. Très bien, merci, comme on a compris, c'est M. Hollande votre chouchou. Maintenant, on va passer au grand absent de cette primaire. Votre ami, Dominique Strauss-Kahn. Pour les déboires qu'il a eus, on ne va pas revenir dessus. Ce n'est pas notre habitude à jamais en débat. Dites le contraire. Donc, est-ce que vous pensez, très sincèrement, que Dominique Strauss-Kahn a encore de l'avenir sur le champ politique, que ce soit sur le plan national, international? Qu'est-ce que vous en pensez? Je réponds à votre question, oui. Oui, parce que
Oui, parce que moi, je regarde simplement les faits. La justice américaine, dans le volet pénal, l'a libéré de toutes les charges qui étaient prononcées contre lui. Bon, il y a une procédure en cours en France. Je ne veux pas me mêler de la justice actuelle. C'est une question en cours. J'ai mon intuition, mais je n'ai pas à peser sur le débat juridictionnel. Mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que, bon, chacun a son témoignage aussi. Nous avons été collègues tous les deux à la faculté de droit de Nancy. J'étais professeur de droit, il était jeune professeur d'économie, et nous avons enseigné pendant plusieurs années parallèlement. Je l'ai retrouvé ensuite à l'université de Nanterre. C'est quelqu'un que je connais assez bien. On ne connaît pas toujours parfaitement quelqu'un, mais je peux dire que, indépendamment de ses qualités d'intelligence et de sa culture, notamment économique, c'est un homme qui est totalement étranger à la culture de la violence. Donc voilà mon témoignage. Pour moi, Dominique Strauss-Kahn, tel que je le connais, est un homme qui est incapable d'un acte de violence à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme, à l'égard de qui que ce soit. Donc c'est mon intuition, c'est ma conviction, et c'est pourquoi, dès la première minute, je l'ai défendu et je signe et je persiste. Au-delà peut-être de la violence physique, il y a quand même une violence morale. Certaines femmes, certaines associations féministes et autres trouvent ça indécent qu'ils puissent reprendre, qu'ils puissent reprendre des fonctions, se réexprimer en public. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Écoutez, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je suis un militant féministe depuis longtemps. J'ai lutté pour la criminalisation du viol en France, pour que le viol soit reconnu comme un crime sur le plan pénal. Je me suis bagarré au sein du Parti socialiste lorsque j'avais la charge d'élaborer le projet sur la démocratie en faveur de la parité homme-femme. J'ai participé à la conférence mondiale des droits des femmes à Pékin voici quelques années. Bref, toute atteinte aux droits humains me révulse. D'ailleurs, la seule raison de mon entrée dans la vie civique et dans la vie politique, c'est le respect des droits. Je me suis engagé quand j'étais au lycée, à 16 ans, c'était la guerre d'Algérie, je n'acceptais pas l'atteinte à la liberté de la presse, je n'acceptais pas les humiliations qu'on infligeait à l'époque des guerres coloniales, etc. Donc, pour moi, la défense des droits doit être totale, sans limite. Alors, il y a des mouvements féministes, mais il n'y a pas un seul mouvement. Il y a des courants différents. Et j'entends bien ce que certains disent aujourd'hui. Je dois dire que j'ai lu, par exemple, un papier de Gisèle Halimi, qui a été d'ailleurs députée de l'Isère il y a un bout de temps. Je suis en désaccord total avec elle. Par contre, une femme comme Elisabeth Badinter, qui est une féministe qui a mené longtemps et qui continue à mener le combat pour les droits des femmes, a dit très clairement, on ne peut pas, sous prétexte de défendre les droits des femmes, accepter que les droits d'une autre personne soient violés. Je veux dire par là que, dans la mesure où on n'était pas présent à New York, au nom de quoi faudrait-il que Strauss-Kahn ou un autre soit la victime expiatoire, paye pour tous les hommes qui ont violé des femmes, qui elles-mêmes n'ont pas obtenu que justice leur soit rendue? Ça, c'est une honte. La honte, c'est quand même qu'en France, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences, qui subissent des atteintes à leur personne, sans qu'il y ait la moindre sanction. Une loi sur les violences faites aux femmes a été adoptée voici 2 ans. Elle n'est toujours pas appliquée. Voilà un vrai sujet. Que dit-on des différences de salaire entre les femmes et les hommes? Que dit-on de la quasi-absence? Regardez sur ce Sénat, combien de femmes? Un peu plus, parce qu'il y a une loi de parité qui fait que maintenant, dans les départements où on est à la proportionnelle, il va y avoir un homme, une femme, un femme. Mais c'est très peu de départements. Donc voilà. En fait, au-delà de ce qui s'est passé dans la Chambre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Au-delà des actes, l'amalgame est fait, à tort ou à raison, entre ces violences qui sont faites aux femmes et le comportement de DSK. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir passer au-dessus de tout ça et revenir?